Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc sur ce webinaire du jeudi 19 septembre. Donc moi je me présente, je suis Quentin Bouloir, donc je suis chef de projet imagerie médicale au CHEM depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Donc je vais vous faire une brève présentation avant de laisser la parole à mon expert ici présent. Donc moi je ne fais partie uniquement que de la team imagerie et donc de l'échographie. Donc on s'est développé au fur et à mesure des 4 dernières années, au départ donc sur la Bretagne, puis au fur et à mesure du temps donc sur l'ensemble territoire français. Et aujourd'hui, donc, on vous propose ce webinaire donc pour vous présenter l'une de nos thématiques, parce qu'on fait des thématiques assez variées. On fait des formations de 2 jours sur l'écho général, des formations de 2 jours sur l'écho musculo-squelettique, et après on va faire des journées un peu plus ciblées, donc par exemple sur du digestif, sur de l'uro, sur de la gynéco, sur du vasculaire, sur du musculo-squelettique. Et l'objectif de la journée, justement, c'est les échographies urgentes au cabinet de médecine générale. Donc pourquoi aujourd'hui on fait ce webinaire? C'est parce que on veut vous montrer que les urgences qu'on propose en formation pour vous, médecins généralistes, c'est vraiment les urgences abordables que vous avez aujourd'hui au cabinet. Donc voilà, notre expert va vous démontrer au travers de différents cas cliniques cette pratique-là. Donc aujourd'hui, j'en vois beaucoup là parmi vous que j'ai déjà eu l'occasion de voir en formation en présentiel avec le CHEM. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CHEM, aujourd'hui, donc le CHEM, c'est une association donc a été fondée en 1988. Et d'ailleurs, cette année, on fête nos 35 ans de création. On est une association donc qui se veut avant tout indépendant, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas relié à des marques ou à des laboratoires, on est vraiment indépendant. On s'est diversifié au fur et à mesure des années et aujourd'hui donc on fait différentes formations. Donc ça peut être pour différentes cibles. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des podologues, des kinés et encore d'autres spécialités. D'ailleurs une nouvelle spécialité aujourd'hui, c'est les sages-femmes qu'on va avoir très prochainement. Et sur l'ensemble du territoire français, donc ça représente un panel d'experts d'environ 300 experts et animateurs et concepteurs. Donc on se développe au fur et à mesure et chaque année donc il y a des nouvelles thématiques qui émergent et donc différents formats de formation. Donc la particularité en imagerie et donc en échographie, d'ailleurs là je suis avec mon collègue Yves Schubert en formation sur Vannes, c'est que l'imagerie et l'échographie c'est un format particulier parce que ça va allier à la fois donc la partie théorique avec les différents cas, puis après la partie pratique, donc là on va venir manipuler sur les échographes. D'ailleurs, je tiens à remercier nos constructeurs qui nous fournissent du matériel chaque semaine sur nos formations. Et sans eux, donc on ne pourrait pas faire ces différentes formations aussi qualitatives. Donc on les remercie encore. Mais le CHEM, c'est pas que ça, donc c'est aussi d'autres formats avec des classes virtuelles, des e-learning et d'autres formations présentielles. Donc il peut y avoir des formations sur la gynécologie, sur la pédiatrie ou encore bien d'autres. Vous pourrez revenir vers nous tout à l'heure si vous avez d'autres petites questions. Et bien entendu, donc chaque jeudi, on essaye de développer des webinars pour vous faire des introductions sur nos différentes thématiques. Et l'un des petits derniers, ça fait quelques années qu'on a développé donc une école. Donc c'est, comme vous pouvez voir juste en dessous, c'est la formation CQP assistante médicale. Donc voilà. D'ailleurs, je vous mettrai un petit QR code en fin de présentation où vous pourrez retrouver les informations sur cette partie-là. Donc aujourd'hui en imagerie, donc depuis que le pôle a été créé il y a un peu plus de 4 ans, nous pouvons avoir environ un peu plus de 700 participants qui ont été formés avec nous au quotidien et chaque année. Et sur la France, donc on est vraiment éparpillé sur l'ensemble du territoire français. Donc avant qu'on commence et que je laisse la parole à mon expert, je vais vous présenter la plateforme de la soirée. Donc vous avez différents boutons. Donc vous pouvez voir en haut normalement sur votre droite, vous avez un premier bouton avec marqué bavarder ou chatter.
Donc là, ça va être pour interagir avec nous, donc pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous voyez bien, et si c'est OK pour vous, ou même si vous voulez réagir en direct avec notre expert. Ah, ben, j'ai eu l'occasion de le voir en cabinet, c'est intéressant. Donc voilà, et juste à droite, vous avez l'onglet questions. Donc l'onglet questions, ça sera vraiment les questions dédiées donc pour les différentes parties et les présentations de notre expert. Pour éviter de le couper pendant cette présentation-là, il y aura un temps de questions-réponses où on piochera différentes questions. Donc ne vous inquiétez pas si on ne répond pas à l'ensemble des questions, on les prendra post-webinar et on reviendra vers vous avec les différentes réponses associées. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Le replay de ce webinar sera envoyé dans les prochains jours. Et si jamais vous avez des confrères qui n'étaient pas inscrits, qui auraient voulu voir ce replay-là, il y aura une partie webinar sur notre site Shem avec les différentes informations. Donc voilà, je vais laisser la parole et je vais laisser mon collègue se présenter. Et après, c'est à lui. Bonsoir à tous, je suis le docteur Schubert, je suis médecin généraliste, mais j'exerce uniquement l'échographie actuellement en cabinet de radiologie sur le Morbihan. Et nous allons pouvoir commencer ce petit webinar pour vous parler exclusivement là ce soir de la vésicule et des voies biliaires à travers des cas cliniques que nous allons voir ensemble. Je vous fais un petit rappel anatomique des voies biliaires pour de l'arbre biliaire et de la vésicule. Donc avec, pour commencer par le haut, les voies biliaires intrahépatiques gauche et droite qui se réunissent pour donner le canal commun et qui se fait rejoindre par la vésicule et le cystique pour donner le cholédoque qui descend dans la tête du pancréas, rejoindre le canal de Wirsung au niveau de la tête du pancréas et aboucher dans l'ampoule de Vater et le sphincter d'Oddi. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, je n'insisterai pas beaucoup plus, mais la connaissance de l'arbre biliaire est importante pour comprendre la pathologie. Quand vous allez faire, et vous faites peut-être déjà des coupes échographiques des voies biliaires, il faut évidemment passer par le foie. Le foie, il se présente essentiellement dans des coupes transversales sous cette forme de ces schémas que vous voyez là actuellement s'afficher. Ces schémas permettent de voir une coupe sur le schéma de gauche qui passe par les veines sus-hépatiques qui se jettent dans la veine, la veine cave. Dans un plan plus inférieur, on distingue la veine porte, ici représentée en vert, qui se distribue avec la veine porte droite et la veine porte gauche qui se ramifient dans les différents segments. Ces veines sus-hépatiques et ces veines portes déterminent les segments et je vous invite à éventuellement revoir l'anatomie des segments pour bien les retrouver quand vous faites une échographie. C'est assez complexe au début, il faut retrouver des repères, mais nous n'allons pas aborder l'échographie du foie ce soir, ce serait bien trop lourd et beaucoup trop de diapositives à vous passer, de slides à vous passer, et nous allons simplement rester sur la vésicule. La vésicule, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, elle est représentée avec se dirigeant vers l'avant et entre le segment 4 et le segment 5, juste en dessous, la vésicule se situe en dessous du foie, se projetant en avant, bien sûr, vers la paroi antérieure. Alors des rappels physiologiques, la sécrétion de bile, c'est entre un demi-litre et 1 litre par jour, et dont 50% va dans le réservoir qui est la vésicule. Une partie va s'écouler normalement et une autre partie sera dans le réservoir servant à la digestion essentiellement, puisque lorsque les aliments arriveront dans le duodénum, la vésicule va se purger, se contracter, déverser la bile sur ces aliments afin
d'avoir une étape de digestion vers la transformation des aliments en nutriments. Donc elle a un rôle essentiel dans la digestion, elle a un rôle dans l'élimination des déchets, c'est l'excrétion de la bilirubine, et elle a un rôle dans le contrôle du pH duodénal, puisque le pH est essentiellement au départ gastrique et donc acide, et il sera tamponné par le pH de la bile. Alors, une vésicule normale, c'est quoi? Eh bien, une vésicule normale, on estime que c'est une vésicule qui fait moins de 10 cm de long et surtout moins de 4 cm de diamètre. C'est surtout ce diamètre qui est important et c'est celui qu'il faut mesurer essentiellement parce que la longueur de la vésicule, elle va varier, hein. Elle va varier tout au long du remplissage pendant le jeûne. Et elle va grandir et finalement on n'a pas une seule dimension de vésicule, on a plusieurs dimensions de la vésicule. La vésicule étant en forme de poire, elle va s'allonger au fur et à mesure du jeûne. Par contre, elle ne dépassera pas 4 cm de diamètre dans son aspect normal. Sa paroi, elle doit être inférieure ou égale à 3 mm. Pour 6 heures de jeûne. Vous voyez par exemple sur la photo de la coupe longitudinale hépatique que l'on a une vésicule qui est peu remplie et donc une paroi qui est faussement épaissie. Donc ce faux épaississement de paroi, on ne peut pas en tenir compte puisque là on a affaire à une vésicule manifestement qui n'est pas une vésicule de 6 heures de jeûne. Et bien sûr, dans l'absolu, l'idéal, c'est une douzaine d'heures. C'est pourquoi on a tendance à faire nos échographies abdominales et vésiculaires le matin afin d'avoir donc le jeûne de 12 heures de la nuit. Cette vésicule va se présenter avec différentes formes et ces formes vont pouvoir générer des plicatures et elles sont très fréquentes. On a des formes en bonnet phrygien qui, en fonction des coupes, vont donner ces plicatures qu'il ne faut pas confondre avec des cloisons. En recoupant les coupes échographiques à 90 degrés l'une de l'autre, et afin de bien déterminer si on a affaire à des cloisons, ce qui est assez exceptionnel, plutôt qu'à des plicatures qui sont très fréquentes. Enfin, je vous parlerai aussi de la poche de Hartmann qui est dans 7% des cas présente, qui est une petite poche au niveau de l'infundibulum entre la vésicule et le cystique. Elle fait partie de la vésicule, cette poche de Hartmann, et c'est une petite particularité anatomique qui est importante parce que elle est très elle favorise énormément la présence d'enclavement de calcul. À partir du moment où on a une poche de Hartmann, il est plus facile d'enclaver un calcul et donc de se retrouver avec une cholécystite. La contractibilité de la vésicule est variable, c'est ce qu'on appelle la fraction d'éjection, et donc d'un patient à l'autre, vous pouvez voir une vésicule qui va être plus ou moins contracté après le repas et certains, quand on fait d'ailleurs les formations, on retrouve après les repas des vésicules encore tout à fait lisibles échographiquement, alors que d'autres ont déjà la vésicule une heure après tout aplatie et elle est à peine visible dans ces cas-là. On va attaquer le cas clinique numéro 1 tout de suite avec cette présentation d'une femme de 55 ans aux antécédents d'appendicectomie il y a 45 ans, d'hypothyroïdie sous lévothyroxine. Elle présente une douleur épigastrique et aussi une douleur dans le dos depuis hier matin, on est donc le lendemain, sans position antalgique. Sa température du matin est de 37,8 et elle présente des nausées. À la palpation, on retrouve une douleur diffuse
une défense de l'hypocondre droit et du flanc droit. Je vous laisse bien regarder encore un petit peu ce cas clinique, si vous désirez le relire pendant 15 secondes. Donc, femme de 55 ans, un antécédent d'appendicectomie il y a 45 ans, d'hypothyroïdie, douleur épigastrique, pas de position antalgique, douleur dans le dos, une température à la limite de la normale, même déjà un tout petit fébricule peut-être, palpation, douleur diffuse, défense, hypocondre droit et flanc droit. Dans ce cas clinique, à quel diagnostic pensez-vous avec ces informations de pré-imagerie? Est-ce que vous évoquez une gastrite aiguë? Est-ce que l'on peut évoquer une pancréatite aiguë? Est-ce que l'on peut évoquer une cholécystite? Est-ce que l'on peut évoquer une colique néphrétique? Toutes ces hypothèses sont-elles vraies? Je vous laisse répondre à ce sondage. Donc, hypothèse numéro 1, une gastrite aiguë. Hypothèse numéro 2, une pancréatite aiguë. Hypothèse numéro 3, une cholécystite. Hypothèse numéro 4, une colique néphrétique. Hypothèse numéro 5, toutes ces hypothèses sont possibles, sont vraies ou disons plausibles. Les réponses. Alors, je ne sais pas s'il y a un retour là du sondage possible ou pas. On a des petits problèmes techniques pour recevoir les réponses. Donc, certains de vous ont peut-être émis l'hypothèse d'une gastrite aiguë, c'est pas exclu. Une pancréatite aiguë n'est pas exclue non plus. Vous avez vu que le tableau, il est un petit peu bâtard. On n'a pas tous les éléments francs. Pour une cholécystite aiguë, c'est possible aussi, bien sûr, mais on n'a pas forcément une fièvre déjà très élevée. On n'a pas beaucoup d'éléments. Et donc, une colique néphrétique, c'est possible aussi. Donc toutes ces hypothèses sont vraies, c'est la bonne réponse, mais chaque réponse est aussi une bonne réponse finalement individuellement, mais en fait on doit envisager sur ce genre de cas clinique toutes les hypothèses parce qu'il est un petit peu borderline sur tous les domaines. On fait l'imagerie, on décide donc on a un échographe à porter et on va réaliser une échographie et vous voyez une image de cette échographie, une première image, avec une coupe longitudinale hépatique, c'est-à-dire la sonde est dans le sens du patient, avec le repère de sonde dirigé vers la tête et la sonde est dans le sens longitudinal. Cette image échographique représente la coupe de la vésicule sur deux petites rotations longitudinales, mais aussi un petit peu transversales, puisque vous voyez que les deux orientations sont un petit peu différentes sur les deux images. Celle de droite, vous voyez une image que je vous laisse essayer d'interpréter et celle de gauche aussi. Et donc là, nous allons reposer des questions sur cette image, donc regardez-la bien et essayer de répondre aux images, à cette image pour répondre aux questions.
Qu'avez-vous visualisé sur ces coupes échographiques? Première hypothèse, présence d'une lithiase libre dans la lumière vésiculaire. Deuxième possibilité, avez-vous vu une distension vésiculaire? Troisième possibilité, un épaississement de la paroi vésiculaire. Et quatrième possibilité, un polype de la paroi vésiculaire. Je vous remets un instant l'image. Et les questions, présence d'une lithiase libre dans la lumière vésiculaire, distension vésiculaire, épaississement de la paroi vésiculaire, polype de paroi vésiculaire. Alors, je rejoins mon collègue Yves, donc je viens de voir qu'au niveau des sondages, il y a un problème au niveau de l'envoi. Donc, répondez dans le chat et une fois que vous aurez répondu, on vous laissera un petit temps pour que vous ayez une réponse et mon collègue reviendra après avec la réponse et les bonnes, les bonnes. Voilà, répondez donc dans l'onglet de chat. Merci. Et là, j'attends que... Ouais, tu laisses 30 secondes d'attente pour que tu réfléchisses et on donne la réponse. D'accord, donc on va attendre un petit peu que vous puissiez répondre dans le chat. Je vous remets un instant le cas clinique. Voilà, je pense que tout le monde a eu un petit peu de temps pour répondre. Alors, je ne sais pas si mon collègue Quentin va revenir avec les réponses des différents intervenants, des différents participants. D'accord. Bon. Alors, la première question. Présence d'une lithiase libre dans la lumière vésiculaire. Je reviens donc sur la photo. On a effectivement ici, alors je vais récupérer le pointeur. Voilà. Voilà. Et nous avons ici une image caractéristique d'une lithiase qui se présente sous forme d'une hyperécogénicité arciforme à l'intérieur de la vésicule, qui elle-même est anéchogène, et en arrière de cette hyperéchogénicité arciforme, un cône d'ombre acoustique, et ce sont les caractéristiques échographiques d'une lithiase. Donc hyperéchogénicité arciforme, cône d'ombre acoustique postérieure, nous sommes en présence d'une lithiase. Cette lithiase semble bien dans la lumière vésiculaire. Elle n'a pas l'air enclavée. Il faudrait, pour en être sûr, mobiliser le patient. Mobiliser le patient, ça veut dire le retourner, éventuellement le mettre à plat ventre, mais là, vous ne pourrez pas mettre la sonde sur son ventre et donc légèrement à quatre pattes pour que le fond vésiculaire soit vers le bas
le fond vésiculaire est ici, et à ce moment-là, s'il est vers le bas, par gravité, la lithiase va pouvoir descendre dans le fond vésiculaire et en quelques minutes, vous pouvez voir donc la lithiase qui a migré dans le fond vésiculaire et ce qui vous assure que cette lithiase est libre et non pas enclavée. La deuxième réponse est distension vésiculaire. On peut l'apprécier, comme je vous ai dit, sur le diamètre de la vésicule. Et le diamètre ne doit pas être supérieur à 4 cm. Ici, sur cette mesure, vous avez vu qu'on a deux mesures. La grande mesure est à 15 cm, ce qui est déjà au-delà des 10 cm dont on a parlé en longueur, mais surtout la mesure du diamètre transverse est à presque 5 cm, 4,91. C'est au-delà de la normale. Il y a bien une distension vésiculaire. Épaississement de la paroi vésiculaire. Alors là, évidemment, il n'y a pas de caliper sur cette paroi, mais on voit bien, parce que normalement une paroi se mesure ici à la face antérieure, et on voit bien que la paroi est très fine, à peine visible, donc elle n'est visiblement pas épaissie. L'idéal, c'est d'essayer de la mesurer et dans son épaississement, mais on est dans l'ordre du millimètre ou 2 millimètres, pas plus. Et donc, il n'y a pas d'épaississement de la paroi vésiculaire. Là non plus, on n'en voit pas. Et donc, on ne peut pas parler honnêtement d'épaississement de la paroi vésiculaire. Pardon. Enfin, polype de paroi vésiculaire. Alors là, un polype, c'est une image dans la lumière vésiculaire, mais qui est adhérente à la paroi et qui ne génère pas un cône d'ombre comme pour une lithiase. Hein. Ici, on a une image vraiment lithiasique. Ce sera une image tissulaire qui pourrait être celle de mon pointeur, là, évidemment, hein, et qui se présenterait accolée à la paroi, qui ne bougerait pas lors de la mobilisation, et qui serait dans un dégradé de gris classique sans cône d'ombre postérieur. Là, on pourrait parler d'une image tissulaire de la paroi et donc envisager un diagnostic de polype ou d'adénome, voire de cholestérolose s'il y en a plusieurs. Mais en tout cas, là, on n'en voit pas. Il n'y a que cette image hein, qui est l'image typique de la lithiase vésiculaire. Donc pas de polype de paroi vésiculaire visualisé sur cette échographie. Donc les bonnes réponses étaient présence d'une lithiase libre dans la lumière vésiculaire et distension vésiculaire, puisqu'on a pu mesurer, on avait les mesures sur cette image, on avait les mesures de cette vésicule qui est visiblement distendue. On fait une deuxième image avec notre échographe pour un petit peu balayer cette vésicule et on obtient ceci en coupe longitudinale. Et je vais vous reposer quelques questions sur cette image. Regardez-la bien, observez bien tous les détails. Je vais vous poser les questions et on va revenir ensuite sur l'image à nouveau. Voici les questions. Y a-t-il une présence d'une lithiase enclavée dans les voies biliaires, dans la voie biliaire? Visualisez-vous un abcès de la paroi vésiculaire? Y a-t-il une lithiase de cholestérol et ou pigmentaire?
ou y a-t-il une lithiase calcique? Voilà à nouveau cette image. Allô, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, Quentin. Ouais, ok, super. On va faire un test. Donc là, mon collègue va lancer le sondage. Donc si vous voyez un sondage apparaître, vous pouvez répondre. Et sinon, bah, on fera comme juste avant. Vous répondez dans l'onglet chat et on interagira juste après. Donc on va lancer le sondage. J'ai une question de Catherine. On ne peut pas juxtaposer effectivement l'image qui est juste précédemment montrée et le sondage. Le sondage apparaît directement. Donc, est-ce que vous pouvez réagir dans le chat si vous voyez le sondage apparaître? Normalement, vous devriez voir un sondage apparaître devant vous. Ok, super. Je vois que vous répondez tous, donc ça devrait être bon. Donc voilà, on vous laisse quelques secondes pour répondre et juste après, on répondra donc avec les réponses justes. Voilà, on va vous laisser encore 5 petites secondes et puis on va partager les résultats. Normalement, vous allez voir des pourcentages apparaître. Donc, vous allez avoir sûrement différentes réponses, chacun et chacune d'entre vous. Euh, et derrière, bah, l'expert donnera sa réponse. Si vous n'avez pas eu le temps de bien visualiser l'image juste avant et que vous ne savez pas quoi répondre, on remettra l'image avant et vous pourrez réagir pardon, dans le chat avec vos réponses. Donc voilà, on va partager les résultats et fermer le sondage. Voilà, donc là vous voyez normalement apparaître les différents pourcentages et je vais laisser mon collègue Yves reprendre la parole et donner la bonne réponse. Donc Yves, n'oublie Oui, pas alors de Quentin, moi je vois pas repartager. les pourcentages, peut-être tu peux me les donner? Alors c'est mon collègue Hervé qui les a, moi je ne les ai pas. Donc je vais lui demander de me partager ça. Alors, Ok. sur la question 1, nous avons 78%. Sur la question 2, visualisation d'un abcès de paroi vésiculaire, nous avons 9%. Sur la question 3, lithiase de cholestérol et ou pigment pigmentaire, nous avons 22%. Et sur la lithiase calcique, 65%. Ok. Bon. Voilà. Alors, on va reprendre donc ces questions. Présence d'une lithiase enclavée dans la voie biliaire. On reprend la photo. Nous avons vu tout de suite, tout à l'heure, là, cette lithiase libre de la vésicule, hein. Et si on regarde bien sur cette photo, sur cette diapo, sur d'échographie, eh bien ici, il y a effectivement encore un petit cône d'ombre Ouais, arciforme avec cette non, ouais, pardon, une hyperéchogénicité arciforme avec un oui, cône d'ombre au-dessous. Oui. voilà, ok. Je te fais une photo et je te l'envoie sur Teams. Hein. Voilà, elle sait ce que j'ai fait en verbal là, mais bon, c'est aussi bien que ce soit toi qui fasses. Hein, bah, je même pas le machin. Ok, on fait comme ça. Donc, Ah, je reprends. On a cette lithiase arciforme qui est là dans la voie biliaire. Elle n'est plus comme celle-ci dans la vésicule et elle est visiblement enclavée dans cette voie biliaire avec son cône d'ombre. Donc, présence d'une lithiase enclavée dans la voie biliaire, c'est oui. Visualisation d'un abcès de paroi d'un abcès de paroi vésiculaire. Alors,
On voit la paroi vésiculaire un petit peu partout. Je ne vois aucun abcès, surtout au niveau de ce contact avec le foie, hein, et on ne voit aucun abcès apparaître, c'est-à-dire absence d'image hétérogène, hypoécogène, montrant une irrégularité de la paroi et une infiltration de cette paroi. Non, je n'en vois pas. Et donc, je n'en vois nulle part. Je ne peux pas affirmer que sur cette image, on voit, ni sur celle-ci d'ailleurs, un abcès de paroi. Lithiase de cholestérol et ou pigmentaire. Et après, la question suivante, lithiase calcique. Alors, il faut savoir qu'en échographie, malgré que cette image se présente comme une calcification, on en voit dans les tendons, par exemple, du supraépineux, on en voit dans les reins, des vraies calcifications. Ceci n'est pas une calcification à proprement dit. Ce n'est pas une lithiase calcique. Cette lithiase est dense et elle génère en échographie un cône d'ombre et une hyperéchogénicité arciforme à sa surface. Pour autant, c'est une lithiase de cholestérol ou pigmentaire comme la grande majorité des lithiases que vous verrez. Et donc, en fait, en échographie, on ne peut pas déterminer exactement la composition de cette lithiase, mais elle est de cholestérol ou pigmentaire ou mixte, hein. Elle peut avoir les deux compositions, mais en aucun cas une lithiase calcique, malgré qu'elle ressemble à une calcification. Donc c'est présence d'une lithiase enclavée dans la voie biliaire, pas de visualisation d'un abcès de la paroi vésiculaire, lithiase de cholestérol et ou pigmentaire, et lithiase calcique non par définition. Maintenant, sur ce cas clinique, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà un nouveau sondage. Je pense que Quentin va pouvoir vous relancer un sondage. Tu peux me confirmer, Quentin, Oui, éventuellement? oui, 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 je vais le relancer. D'accord. Du coup, on a fait d'abord le pré-diagnostic. Après, on a fait une première coupe d'échographie, puis une seconde. Et maintenant que voilà, on a fait nos différents diagnostics par rapport à nos coupes. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Donc, répondez, vous mobilisez votre patient pour voir voilà si l'image va évoluer au niveau intravésiculaire. Vous allumez le Doppler sur vos coupes d'imagerie d'écho. Vous prescrivez des antispasmodiques et règles hygiéno-diététiques et vous la revoyez pardon, dans les 72 heures. Vous demandez un scanner ou alors la dernière possibilité, c'est vous adresser au service des urgences. Voilà, donc là, vous allez avoir le sondage qui va apparaître. Voilà, il devrait être devant vous. Donc, on vous laisse quelques petites secondes pour répondre parce que là, s'il n'y a pas d'analyse directe, c'est plus de l'orientation. Pour les prochaines images, n'hésitez pas à, si vous avez votre téléphone sous la main, à prendre en photo l'image parce que nous, une fois qu'on lance le sondage, on ne peut pas récupérer l'image. Donc, voilà. Donc, on vous laisse encore quelques secondes. Voilà, on va couper le sondage et on va faire apparaître les résultats. Et je vais vous dire vers quelle réponse vous vous êtes orienté. Alors, donc vous avez été une grande majorité à choisir la réponse 1 et 5. Donc vous allez mobiliser votre patient pour voir si voilà, il y a une modification au niveau intravésiculaire et pour une bonne partie aussi vous adresser
au service des urgences. Il y a une faible partie, donc seulement 5% qui demandent un scanner. Vous avez 27% d'entre vous qui allumez le Doppler pour voir voilà, s'il y a une modification et si vous pouvez voir d'autres choses. Et vous avez 36% qui ont choisi de prescrire un antispasmodique et de la revoir 72 heures après. Donc voilà, je laisse la parole au docteur Schubert pour vous donner là ou les réponses officielles. Alors, bon, bah, la première réponse qui a été choisie par la majorité d'entre vous, la grande majorité, je mobilise le patient pour voir si l'image intravésiculaire bouge. J'en ai parlé, donc j'avais déjà un petit peu dévoilé la réponse. Hein. Évidemment, toujours regarder si ces images bougent, même la petite enclavée là que vous pensez enclavée sur le côté. Je vous remets, pardon, je sais plus où est-ce qu'elle est. Voilà, j'espère que vous la voyez. Hein. Donc la petite qui est dans le coin là-bas, on peut essayer de voir si elle bouge pas et qu'elle repart pas dans la vésicule, mais ce serait bien étonnant. Mais par contre, celle-ci, on va bien la voir bouger. Donc, mais ça fait partie de l'examen de la vésicule quand vous voyez une lithiase, quelle que soit ce que vous voyez dans la vésicule. Mobilisez votre patient, mettez-le sur en décubitus latéral gauche, mettez-le sur le ventre à quatre pattes s'il faut sur le divan, en lui expliquant pourquoi vous lui demandez de faire ça évidemment, et venez avec votre sonde par-dessous sur le ventre au niveau de l'hypochondre droit pour voir cette lithiase se mobiliser. J'allume le Doppler. Oui, on allume le Doppler. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, pour bien s'assurer qu'on a bien une lithiase et donc on ne va pas avoir sur une image intravésiculaire, même si là c'est évident, c'est une lithiase. D'allumer le Doppler dans un cas d'une lithiase un petit peu pas très bien, pas typique, hein, avec un cône d'ombre qui n'est pas typique, avec une image hyper échogène arciforme. Si vous avez l'impression que ce serait peut-être plutôt tissulaire, il faut savoir qu'on n'a pas toujours de belles images, que en fonction de l'échogénicité du patient, de la qualité de l'appareil et tout, on n'a pas toujours les images qu'on aimerait. D'autant plus qu'on voit des patients des fois qui ne sont pas à jeun puisqu'on les voit un peu en urgence au cabinet. Eh bien, les images sont pas toujours aussi nettes et aussi binaires que ce qu'on pourrait espérer. Et dans ces cas-là, on allume le Doppler pour s'assurer qu'on n'ait pas déjà une vascularisation pédiculaire sur une image qui serait finalement plus tissulaire de paroi, et aussi pour revoir un phénomène d'artefact qu'on voit sur les lithiases, qu'elles soient calciques dans le rein ou de cholestérol et pigmentaire dans la vésicule, c'est ce que j'appelle le twinkling artefact, donc que je vais vous montrer là, dans le rein. Là, je suis désolé, je vous ai mis une image de rein, mais c'est la même image que vous pouvez voir dans la vésicule. Ici, on peut peut-être, sur cette petite image hyper échogène, soupçonner la présence d'une lithiase. Là, en l'occurrence, c'est dans le rein. Et ces lithiases, quand vous mettez le Doppler dessus, donnent ce qu'on appelle le twinkling artefact, ce qui veut dire un artefact de scintillement, appelé aussi pour les francophones l'arlequin, puisqu'on a des couleurs très comment dire très différentes. Ça peut aller du bleu au vert, au jaune, à l'orange, sous l'image arciforme, sous l'image hyperéchogène, et qui se prolonge plus ou moins en espèce de petits stalactites. Et donc, c'est ce qu'on appelle le twinkling artefact. On voit au passage qu'on retrouve aussi un petit twinkling artefact de ce côté-là, ce qui pourrait faire penser que là aussi, on a une petite lithiase. Donc, dans les lithiases vésiculaires, on a le même genre d'image en mettant le Doppler dessus, donc le twinkling artefact. Je vous invite
à systématiquement le rechercher qu'il vous confirmera la présence d'une lithiase. Alors, dans le rein, c'est d'autant plus important parce qu'en mode B, en mode B classique, on voit difficilement, on n'est pas très sensible concernant certaines lithiases et on peut passer à côté facilement. Donc j'allume le Doppler. Oui, 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 toujours. N'hésitez pas, vous pouvez découvrir des petites choses différentes. Je prescris des antispasmodiques et des règles hygiéno-diététiques et je la revois dans 72 heures. Je vous rappelle que dans ce cas, la personne a quand même mal depuis 24 heures, une douleur quand même qui est assez importante et surtout qu'elle a un début de fébricule. Donc 37,8 le matin, c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, c'est déjà relativement anormal. Et donc, on va commencer à se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans une cholécystite donc qui est déjà bien engagée et lui dire de la revoir dans 72 heures, à mon avis, c'est très risqué parce que cette cholécystite va évoluer puisque le calcul est enclavé et elle va évoluer vers des complications qui peuvent être sévères. Donc non, on ne lui donne pas des antispasmodiques et des règles hygiéno-diététiques. On la revoit pas dans 72 heures. De même que je demande un scanner. Alors je ne connais pas vos disponibilités à chacun de scanners, mais si vous avez un scanner en moins de 24 heures, bravo. Mais moi, c'est pas le cas et je pense que ce n'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Et donc, le plus simple, c'est d'adresser dans un cas comme ça au service des urgences parce que nous avons la douleur, parce que nous avons de la fièvre, parce que nous avons vu un calcul enclavé. Donc, les bonnes réponses, en tout cas les plus adéquates, je mobilise le patient, voir si l'image intravésiculaire bouge, j'allume le Doppler, j'adresse au service des urgences. Alors, je ne sais pas si Quentin va intervenir, s'il y a des questions. Alors, il y a une partie questions-réponses juste après. Il reste 2 D'accord. diapositives, Bon, alors donc je continue et après on aborde les questions. Alors, on va parler donc des coliques biliaires. Je dis bien coliques biliaires. On a encore ce terme de colique hépatique qui traîne. Je vous rappelle qu'un foie, c'est pas innervé, que ça c'est pas douloureux, et que les douleurs qu'on appelait autrefois coliques hépatiques n'existent pas. Ce sont des coliques biliaires. C'est une souffrance de la voie biliaire, et donc ce sont ces coliques biliaires qui nous intéressent ce soir. 80% des lithiases sont asymptomatiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous voyez une lithiase qu'elle est à l'origine des plaintes ou des douleurs que la patiente ou que le patient va vous exprimer. Donc méfiez-vous toujours en sachant que 80% des lithiases sont asymptomatiques. Vous en trouverez alors que la plainte ne concernera pas forcément, enfin votre échographie ne sera pas motivée pour des coliques biliaires, mais vous pouvez tomber sur des lithiases quand même. Deuxième notion que je tiens à rappeler ce soir, c'est tout épaississement pariétal n'est pas une cholécystite. On parle souvent de l'épaississement pariétal dans la cholécystite. Il faut savoir que, l'épaississement pariétal ne va apparaître, et là j'en parle un petit peu plus bas, qu'au bout d'un certain temps. Et donc, que d'autres maladies peuvent vous donner, ou d'autres problèmes peuvent vous donner des épaississements ou des pseudo-épaississements de la paroi vésicale. La première, c'est le jeûne. Si la personne n'est pas à jeun, vous aurez ce pseudo-épaississement que vous avez vu dans la première, je ne sais pas si vous vous rappelez de la première diapositive que je vous ai passée. Il y avait une vésicule qui n'était pas à 6 heures de jeûne, et donc avec un pseudo-épaississement de la paroi.
Il faut pas vous précipiter là-dessus. Ça n'est pas un véritable épaississement et vous ne pouvez pas conclure si vous n'avez pas 6 heures de jeûne aussi facilement que cela à partir de la paroi vésiculaire. Les autres hypothèses, les autres causes d'épaississement de la paroi, en dehors du jeûne qui n'est pas suffisant, c'est la cirrhose, c'est l'acide, c'est l'hypoalbuminémie, c'est toute inflammation du voisinage, que ce soit au niveau du pancréas, au niveau du foie, au niveau du côlon, au niveau du rein, peut provoquer un pseudo-épaississement de paroi. Et donc, vous ne pouvez pas conclure d'emblée que l'épaississement va vous donner une cholécystite. Que l'épaississement est le signe de la cholécystite. Une autre notion, la majorité des coliques biliaires ne se compliquent pas. En effet, on a beaucoup de gens qui font des coliques biliaires, mais qui ne sont pas dus à des calculs, à des lithiases enclavées, qui, elles, vont se compliquer, mais sont dus à des lithiases qui sont mobiles et qui sont encore au niveau de l'infundibulum, de la vésicule, et donc qui, sous l'effet de la pression de la contraction de la vésicule, ces lithiases vont être poussées vers l'entrée du cystique, et comme elles sont majoritairement plus grosses que le canal cystique, elles ne vont pas pouvoir s'enclaver dedans. Elles vont faire un effet de bouchon, et donc la tension vésiculaire va augmenter, va donner une douleur vésiculaire. Pour autant, la bile va réussir à s'infiltrer entre ce bouchon et le canal du cystique, et elle va pouvoir s'évacuer. Et d'autant plus si, comme je vous ai dit, le patient se met sur le ventre et donc met vers le bas son fond vésiculaire, et à ce moment-là, par gravité, tout doucement, la lithiase va migrer vers le fond et va libérer l'entrée du cystique et soulager le patient. Donc, à vos patients, vous pouvez dire, quand vous avez une crise, parce que vous avez des patientes ou des patients qui vous disent plusieurs fois ça m'est arrivé d'avoir une grosse douleur de l'hypocondre droit, en tout cas ils vous montrent à quel endroit ça se situe, et après le repas, pendant la digestion, ça dure un quart d'heure, 1 heure, et puis un petit moment, ça se soulage. Souvent, c'est parce qu'ils se sont mobilisés, ils ont bougé, et à ce moment-là, ça s'améliore. Mais s'ils sont restés un petit peu atones sur le dos, recroquevillés dans leur lit, ça peut ne pas bouger si facilement que ça et durer assez longtemps. En tout cas, sachez que la majorité des coliques biliaires ne se compliquent pas, elles sont simplement épisodiques, temporaires, et ensuite tout rentre dans l'ordre. Pour autant, il est licite, quand elles se reproduisent plusieurs fois et qu'on a bien identifié que c'était bien dû à une lithiase de la vésicule mobile, d'éventuellement intervenir et proposer la cholécystectomie. L'épaississement de la paroi n'apparaît qu'au-delà de 24 heures. Donc ça, c'est une notion que je voulais vous évoquer. Donc, l'épaississement ne permet pas d'affirmer qu'il n'y a pas de cholécystite. Il apparaît secondairement au-delà de 24 heures, et c'est ce qu'on a un petit peu vu dans le cas clinique qu'on a eu précédemment. La paroi vésiculaire était encore fine, il n'y avait pas d'épaississement. Dans la cholécystite chronique, là, on aura un épaississement de la paroi, mais c'est pas le sujet de ce soir. Nous, on est là dans l'urgence au cabinet, et on a cette patiente ou ce patient qui arrive avec sa douleur. Donc, on n'est plus dans la petite cholécystite chronique qui va donner d'autres problèmes, les cholécystites xanthogranulomateuses, les cholécystites scléroatrophiques et autres. Mais c'est un autre sujet. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Bien, on retient que la triade de la cholécystite en échographie, ça va être la visualisation
alors pardon, d'abord d'un Murphy échographique, c'est-à-dire que quand vous allez arriver sur la vésicule que vous allez voir sous votre sonde, le patient ou la patiente va vous dire ouf, ça me fait mal, j'ai mal là, oui, c'est là que ça me fait mal. Et donc, vous allez créer comme à la palpation, hein, comme le signe de Murphy palpatoire, vous allez recréer un Murphy échographique. C'est un bon signe. Le deuxième bon signe, c'est la visualisation d'un hydrocholécyste ou d'un hydrops, c'est-à-dire un diamètre supérieur à 4 cm de votre vésicule. Voilà, retenez essentiellement si vous avez un chiffre à retenir ce soir, c'est ce 4 cm du diamètre vésiculaire. Si vous avez un doute sur la réalité d'une hydrocholécyste sur obstacle, eh bien, vous faites manger le patient et vous le revoyez 1 heure après manger. Si sa vésicule s'est entièrement purgée, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle. Et si sa vésicule est restée dilatée, eh bien, sous tension, c'est qu'il y a bien un obstacle. Et enfin, la visualisation du calcul enclavé. Alors, comme vous avez vu dans ce cas clinique, ne vous basez pas que sur le calcul libre, la lithiase libre dans la vésicule. Un train peut en cacher un autre. Et donc, je dirais même que le fait d'avoir une lithiase dans la vésicule est fortement comment dire, nous montre qu'il y a certainement une autre lithiase à côté. Hein, le fait d'en voir une dans la vésicule, il peut y en avoir une dans le cystique ou dans le cholédoque, dans la voie biliaire principale. C'est à rechercher évidemment en aval, mais le fait d'en voir une dans la vésicule nous indique que très probablement il y en a une autre ailleurs. Le fait de ne pas en voir n'a tendance à, si vous n'en avez pas dans la vésicule et que vous avez cette distension, bien sûr recherchez quand même une lithiase, mais elle serait unique et c'est assez rare finalement, et plutôt évoquer une compression extrinsèque de la voie biliaire de nature éventuellement tumorale ou autre. Voilà, donc cette triade, Murphy échographique, hydrocholécyste et calcul enclavé. Un exemple d'un faux épaississement de la paroi vésiculaire, je vous ai cité l'ascite, eh bien là voilà, une ascite, et là vous voyez une vésicule hein, qui est avec le bord antérieur du foie, la vésicule qui se projette vers l'avant, donc vers votre sonde, et entre votre sonde et le foie et la vésicule, cette image anéchogène d'acide très caractéristique, et donc qui vous permet de conclure que ça n'est pas un épaississement dont on ne peut tenir compte, c'est un pseudo-épaississement dans le cadre plutôt d'une ascite et non pas d'un obstacle sur les voies biliaires. La cholécystite et son évolution, 10 à 40% vont se compliquer. Alors, en fonction de l'âge, hein, plus l'âge est important, plus on aura de complications. Les hommes se compliquent plus que les femmes au niveau de la cholécystite et le diabète est un facteur de risque aussi de complications. Ça va se compliquer par une ischémie pariétale, par une ulcération ou par une hémorragie ou par une perforation. Voilà 4 types de complications que vous pourrez observer, mais qu'on observe assez rarement finalement parce que on a des patients qui consultent assez vite parce que vous avez votre échographe et que vous allez faire le diagnostic et ne pas laisser traîner ce genre de diagnostic. La perforation qui va se traduire par un abcès périvésiculaire, y compris dans le foie. Et vous savez qu'il n'y a pas de péritoine entre la vésicule et le foie. Le lit vésiculaire au niveau du foie et la vésicule est en contact directement avec le foie et les abcès de parois se propagent très vite au foie. Ça peut aussi se transformer en péritonite.
puisqu'on a une perforation, on peut se retrouver en péritonite. Et on peut aussi avoir une fistule bilio-digestive qu'on appelle le Bouvray, avec un iléus ou une occlusion, par un phénomène que je vais vous montrer un petit peu plus loin là, dans un autre slide. On a aussi comme complication la cholécystite gangréneuse avec un abcès hépatique et la cholécystite chronique, bien sûr, qui donne les cholécystites que je vous ai citées tout à l'heure. Voilà la fistule bilio-digestive. Alors en fait, le calcul va pas forcément partir dans l'arbre vésiculaire, dans le cystique et ensuite dans le canal et dans le cholédoque. Le calcul, la lithiase, va pouvoir éventuellement descendre et migrer de façon pariétale dans le cholédoque, mais aussi migrer par contact dans l'estomac, dans le duodénum, dans le côlon. Et le mécanisme, vous le voyez sur ces planches de Netter, vous voyez que l'irritation du calcul et le contact avec le duodénum a provoqué une fistule. La lithiase descend dans le duodénum et va s'enclaver, parce que c'est souvent des grosses et des macrolithiases qui font ça, parce qu'elles n'ont pas pu partir dans le cystique et par les voies naturelles, entre guillemets, hein, et elles vont se retrouver dans le duodénum et former une occlusion haute, hein, et vous pourrez, si c'est une occlusion plus basse, voire même dans l'iléon, vous retrouver avec un iléus complet. Hein. Donc iléus, occlusion, c'est des choses que l'on peut voir plus rarement, bien sûr, hein, au cabinet. Moi, j'avoue que j'en ai jamais vu, mais après, quand on travaille à l'hôpital, par exemple, il y a des cas qu'on peut retrouver de ce type. Voilà, avez-vous des questions? Quentin, je t'invite à me lancer les questions s'il y en a. Ouais. Du coup, voilà les premières questions que vous pouvez avoir sur la partie 1. Donc, vous allez dans l'onglet questions. J'ai déjà vu apparaître quelques questions. Donc, je vous laisse aller piocher dedans et poser vos questions. Et moi, je vais aller reprendre tout en bas les premières. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un temps assez court. Donc, on pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais je vous renverrai toutes les réponses aux questions où on n'a pas eu le temps de revenir. Yves, pour commencer, j'ai une première question. Est-ce que tu peux expliquer le cône d'ombre? Alors, le cône d'ombre, oui. Alors, on va revenir peut-être. Est-ce que je peux revenir en arrière hein, sur les. Ouais, tu peux. Ah, pardon. Toc, 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 toc. Voilà. Voilà. On revient sur le cône d'ombre. Alors, pourquoi a-t-on un cône d'ombre Donc, il faut savoir que les ultrasons, ils sont émis par la sonde. Ces ultrasons vont descendre et arriver dans la lithiase. Ils ne vont pas pouvoir la traverser parce que la lithiase est imperméable aux ultrasons. Donc, les ultrasons vont tous rebondir et remonter vers la sonde. La sonde va donc analyser et l'échographe va analyser le fait qu'à cet endroit-là, en fonction du temps que les ultrasons auront mis pour faire l'aller et le retour, va analyser qu'à ce niveau-là de l'image, elle doit mettre des pixels parce qu'elle va en mettre beaucoup, ce qui va donner du blanc pour dire tous mes ultrasons sont remontés. Évidemment, comme aucun ultrason n'arrive à traverser, eh bien derrière, de même que on aurait avec quelque chose qui masquerait une lumière, on aurait de l'ombre derrière, eh bien autant l'optique va donner de l'ombre, autant l'acoustique va générer aussi un cône d'ombre acoustique. C'est-à-dire qu'aucun ultrason ne va traverser en ligne droite ici, et donc aucun ultrason n'est défini à ce niveau-là, et l'appareil va nous mettre que du noir, puisque aucune pixel ne sera inscrit, puisqu'elle n'a aucune réponse
la machine à ce niveau-là de l'image. Donc, elle met du noir et donc ça forme ce cône d'ombre. Alors que sur les côtés, les ultrasons traversent totalement, traversent encore mieux dans le liquide et arrivent dans du tissu derrière, ils continuent et à chaque fois qu'ils rencontrent du tissu, une partie de ces ultrasons rebondissent dans les tissus et reviennent et donc les nuances de gris s'affichent en fonction de la résistance de ces tissus aux ultrasons. En gros, on va dire de la densité, pour parler un petit peu, pour résumer les choses, on va dire en fonction de la densité, ce sera des nuances de gris, mais on arrive à les traverser. Une grande partie des une petite partie plutôt des ultrasons arrivera jusqu'en bas, et donc on arrivera à définir une image jusqu'en bas. Ce qui n'est pas le cas avec le cône d'ombre, avec la lithiase, où là, elle arrête tout. Comme d'ailleurs une corticale osseuse, en échographie, vous verrez une corticale osseuse, ce sera un trait blanc, et dessous, c'est le noir complet. Nous n'arrivons pas à traverser les os. C'est pour ça que nous utilisons toujours des radios. Du coup, Yves, j'ai une autre question. On me demande qu'est-ce qu'on peut voir chez un patient cholécystomisé? Alors, c'est une bonne question. Le patient cholécystectomisé, on ne verra plus bien sûr la vésicule, on va voir le lit vésiculaire qui est difficile à voir, mais on peut le situer par habitude par rapport à la veine cave, par rapport au duodénum, et voir qu'il n'y a pas d'abcès, qu'il n'y a pas d'anomalie en post-opératoire et même plus tard. Le cholédoque, lui, souvent, va se dilater légèrement pour atteindre des tailles qui peuvent paraître importantes. Je vous rappelle qu'un cholédoque, en principe, c'est moins de 7 mm, mais on peut tolérer jusqu'à 9 mm. Et en tout cas, le cholédoque doit toujours être inférieur en calibre, en épaisseur, par rapport à la veine porte qui est juste en dessous quand vous faites une coupe longitudinale d'huile. Donc, dans la cholécystectomie, bien souvent, on voit une petite dilatation du cholédoque apparaître en échographie dans les années qui suivent. Cette dilatation reste modérée et ce n'est pas une dilatation entre guillemets d'obstacle, mais c'est une sorte de néovésicule qui a l'air de se former et donner un cholédoque qu'on appelle réservoir. C'est un terme un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment un réservoir, le cholédoque va pas se contracter, mais il se dilate légèrement. Donc on va faire une dernière question, puisqu'après on a une deuxième partie, vous aurez une autre partie question-réponse. Donc comment en échographie on peut différencier ou dire que c'est un polype ou une lithiase? Alors, on en a parlé un petit peu. La lithiase donc est hyperéchogène arciforme avec un cône d'ombre postérieur. Les polypes de vésicule, eux, sont hypoéchogènes ou isoéchogènes, donc sans cône d'ombre postérieur. Et bien sûr, éventuellement, vous pouvez distinguer un petit signal au Doppler. Dans ces cas-là, prenez un Doppler puissance ou un micro-Doppler si vous en êtes équipé pour pouvoir éventuellement arriver à enregistrer ce petit spot de pédicule vésiculaire de polype, pédicule pardon de polype, et vous allez avec le Doppler pouvoir dire j'ai bien une image vasculaire à ce niveau. Quoi d'autre? C'est tout ce que je vois pour les distinguer. Donc c'est deux images vraiment différentes. On n'a pas de cône d'ombre de cône d'ombre caractéristique sur une image de polype de paroi vésiculaire. C'est une image vraiment de type tissulaire. Voilà, donc il y a encore des questions qui apparaissent, je les note et on y reviendra juste à la seconde partie. Donc voilà, Yves, tu peux repasser au cas numéro 2. Alors, cas numéro 2. Alors, c'est un homme de 60 ans qui présente une inappétence, une perte de 3 kilos en 6 semaines. Il a une gêne épigastrique et nausée sans fièvre.
Vous distinguez qu'il a un petit ictère conjonctival. Vous avez demandé une biologie, et cette biologie revient avec des phosphatases alcalines à 2 fois la normale et des gamma GT à 3 fois la normale avec une CRP à 80. Vous faites une échographie. Vous avez là, sur cette photo, une coupe transversale récurrente sous-costale droite à gauche, et la photo de droite, une coupe longitudinale sous-costale droite. Je vous invite à regarder attentivement pendant 30 secondes ces images. Moi, je vous invite aussi en plus à prendre en photo l'image si vous le souhaitez. Comme ça, quand on fera apparaître les sondages, vous pourrez avoir sur votre téléphone juste à côté encore l'image. Oui, parce que vous ne verrez pas l'image, hein, je crois, quand on met le sondage, hein, c'est ça? C'est ça. Une fois que le sondage apparaît, en fait, ça prend la place du diaporama et on n'a plus accès au diaporama, mais que au sondage. Donc voilà, prenez en D'accord. photo l'image et après on va passer au QCM. Allez, on y va. Qu'avez-vous visualisé sur ces coupes échographiques? Un kyste cloisonné du foie, une dilatation de la voie biliaire principale, une vésicule plicaturée, une dilatation des voies biliaires intrahépatiques, une cirrhose du foie. Voilà, on va lancer le sondage. Donc on va vous laisser 15 à 20 secondes pour répondre. Et juste après, comme tout à l'heure, on va faire. Voilà, normalement vous devez voir le sondage et on vous laisse quelques secondes. Et juste après, on va faire apparaître les différentes réponses et Yves prendra la parole pour donner la ou les bonnes réponses. Voilà, donc on laisse les derniers répondre. Je vois que ça bouge encore un peu. Voilà, on va stopper le sondage et on va faire apparaître les résultats. Donc voilà, vous avez été pour la majeure partie à répondre, donc à plus de 70%, les dilatations des voies biliaires intrahépatiques. Vous avez été Attends, il y aussi avait kyste nombreux. cloisonné du foie en premier? Ah, ça c'est 30%, une plus faible partie. Oui, 60% pour la dilatation de la voie biliaire principale, donc la réponse 2. La vésicule plicaturée, 10%. Et la oui. cirrhose du foie, personne. Donc Et la voilà, on va dilatation de la voie biliaire intrahépatique? le plus 70% des personnes ont répondu cette réponse. Donc dilatation des voies biliaires principales, dilatation des voies biliaires intrahépatiques, c'est ça? C'est ça. C'est ça le plus, Voilà. hein? Ok. Donc on peut couper les réponses au sondage, on peut relaisser la parole à l'expert. Voilà, pour la réponse. C'est bon, Yves, tu peux. Alors, donc là, vous allez pouvoir revoir l'image à nouveau, hein. Alors, la première question, kyste cloisonné du foie. Alors, voit-on ici un kyste? Alors, un kyste, ça va être une image anéchogène. Et si on parle de kyste cloisonné, c'est avec des cloisons internes. Donc, sur cette coupe longitudinale du foie, ce qu'on voit là, c'est pas du tout un kyste cloisonné, avec un petit peu d'habitude, hein, ceux qui pratiquent l'échographie reconnaissent ici le HIL avec une anomalie sur laquelle je vais revenir, hein. Et là, c'est pareil, là, il y a une image anéchogène à la face postérieure, ovalaire ou ronde à la face postérieure du foie, qui est celle qui est bien connue, qu'on retrouve toujours, c'est la veine cave dans la coupe transversale récurrente sous-costale droite
on pourrait voir éventuellement, on la voit pas vraiment là, mais les veines sus-hépatiques qui convergent vers la veine cave. Voilà. Donc il n'y a pas de kyste cloisonné, c'est un piège, hein, on n'est pas devant un kyste avec des cloisons. Une dilatation de la voie biliaire principale. Eh bien oui. Ici, si on mettait le Doppler, on verrait qu'on a un flux de la veine porte, c'est un flux hépatopète, donc qui irait dans ce sens-là. Avec le Doppler, là, on est pratiquement perpendiculaire. Non, on le verrait quand même s'éloigner un petit peu de la sonde. Donc, il pourrait apparaître bleu. Hein, mais comme on est assez perpendiculaire, ça peut être bleu ou rouge, ce sera difficile. Il faut avoir un peu d'angle pour vraiment avoir le bon sens du flux. Bon, sachez en tout cas qu'il est hépatopète, hein, par définition. Et au-dessus, là, c'est là qu'on voit la voie biliaire principale. Et cette voie biliaire principale, qui devrait être toute fine, à peine visible, eh bien, est aussi grosse, sinon plus grosse que la veine porte. Et donc, il s'agit d'une dilatation de la voie biliaire principale, là, en l'occurrence. Cette image est caractéristique. Certains, autrefois, parlaient d'image en canon de fusil de chasse, c'est-à-dire qu'on a deux tuyaux l'un à côté de l'autre, à peu près du même calibre, voire parfois avec un cholédoque qui est plus gros que la veine porte. Je ne sais plus, je crois que je vous l'ai dit au début, le cholédoque est toujours inférieur au calibre de la veine porte, donc il peut aller jusqu'à 9 mm, mais c'est vraiment le grand maximum. C'est plutôt de l'ordre de moins de 7 mm. Habituellement, on a du mal à le distinguer, et donc là, il n'y a pas de il y a pas de doute, on a une dilatation de la voie biliaire principale. Vésicule plicaturée, eh bien non, c'est pas la vésicule qu'on voit là, ni là. Hein. Là, on est vraiment sur ce île, hein, sur cette coupe longitudinale, on est sur le île et on n'est pas sur une vésicule plicaturée. La petite boule noire qu'on voit ici, ce serait plutôt, faudrait la faire confirmer en allumant le Doppler aussi, et on confirmerait qu'on est sur sans doute l'artère hépatique ici. Hein. Dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Alors, les voies biliaires intrahépatiques, on la voit, donc la voie biliaire, on la voit rentrer éventuellement, on voit le cholédoque quand on fait une coupe d'huile. On arrive éventuellement avec une bonne machine à suivre cette voie biliaire qui est toujours en avant du réseau portal. Au niveau de la bifurcation, vous pouvez, avec une très bonne machine, voir encore un peu la voie biliaire, mais ensuite vous ne la voyez plus. Et donc dans cette coupe transversale récurrente, la veine cave étant là, on est sur la partie gauche du foie, et sur cette partie gauche du foie, si vous regardez bien, vous voyez une petite branche portale, comme habituellement on les voit dans le foie, c'est-à-dire légèrement bordurée de blanc. En l'occurrence, là, ce serait apparemment le segment 3 du foie, hein, le segment 2 étant ici, le segment 3, le segment 4 est là. Et donc là, sur ce segment 3 du foie, je vois un double tuyau, comme ici, mais en beaucoup plus petit, bien sûr. Hein. On voit apparaître une petite dilatation, hein, de la voie biliaire intrahépatique. Une cirrhose du foie, eh ben, sur cette image, je ne pourrais pas l'affirmer, d'autant plus que l'angle hépatique a l'air assez aigu, d'autant plus que ça me paraît relativement homogène et que le bord antérieur du foie m'a l'air bien régulier. Donc, je ne peux pas affirmer là-dessus que j'ai une cirrhose du foie et je dirais même plutôt que non, hein, il n'y a pas de cirrhose du foie. Là, ici, vous avez l'angle hépatique aussi qui a l'air bien aigu, l'angle inférieur. Hein.
Et alors, on va surtout le chercher à gauche, hein, là où c'est le plus aigu, dans la partie gauche du foie. Et à ce moment-là, on voit qu'il est bien aigu et il n'est pas rond et moussé comme dans la cirrhose. C'est un des arguments pour dire qu'il n'y a pas de cirrhose. Éventuellement, je peux aussi mesurer la veine porte pour vérifier qu'il n'y ait pas de dilatation portale. Donc les bonnes réponses, je vais dire que ce sont les dilatations des voies biliaires principales et la dilatation de la voie biliaire intra-hépatique. Et voilà. Donc, on va poursuivre un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on demande une radio abdomen sans préparation? Est-ce que je demande un scanner abdominal? Est-ce que j'allume le Doppler? Est-ce que je recherche une lithiase? Est-ce que j'adresse le patient chez le gastro-entérologue? On lance le sondage. Voilà, donc là, normalement, vous allez avoir le sondage qui va apparaître devant vous. Donc pareil, comme tout à l'heure, vous répondez avec l'une ou plusieurs des propositions. On va vous laisser quelques secondes. Voilà, on va fermer le sondage et on va voir ce qu'il y a au niveau des différents pourcentages. Alors, combien demande un abdomen sans préparation? Je vais te dire ça dans quelques secondes. Je vois qu'il en reste encore quelques-uns qui répondent. Alors, pour la première proposition, Yves, personne ne demande la radio. Très Pour la bien. seconde proposition sur la demande d'un scanner abdominal, nous avons 48% des participants qui ont répondu à cela. Sur la réponse 3, j'allume le Doppler, on a 81%. Mhm. Sur la réponse 4, je recherche une lithiase, nous avons 76%. Et sur Oui. la dernière proposition, sur j'adresse chez le gastro-entérologue, pardon, nous avons 62%. Voilà, on va fermer D'accord. les résultats et on va laisser la parole à Yves. Donc, je demande un abdomen sans préparation. Personne ne l'a demandé. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire des abdomens sans préparation. Maintenant, l'indication de l'abdomen sans préparation est vraiment ultra réduite. Donc, il n'y a aucun intérêt à le faire. Vous avez votre échographe. Vous pouvez déjà avancer avec. Je demande un scanner abdominal. Alors, oui, éventuellement. Alors, je vous rappelle que dans ce cas clinique, on n'a pas de notion d'urgence. On n'a pas de notion d'urgence, mais on voit bien à travers quand même, pardon, excusez-moi, voilà, on voit à travers cette image que on a donc quand même une dilatation des voies biliaires, intra et extra-hépatique, et donc il va falloir aller voir, bien sûr, si on trouve la réponse à l'obstacle, hein, si on trouve l'obstacle qui fait qu'on a cette dilatation. Euh, J'allume le Doppler. Oui, j'allume le Doppler. Pourquoi? Pour bien vérifier que je suis, je vous l'ai dit, hein, on peut le mettre en évidence, hein, le Doppler. D'une part, par le fait que ici, ça va s'allumer parce que c'est un vaisseau portal, c'est la veine porte. Hein. Ici, éventuellement, va s'allumer, va scintiller l'artère hépatique, et que là, rien ne va s'allumer, et que ce n'est pas vasculaire, mais que c'est bien une voie biliaire principale, un cholédoque, et donc que là, on a évidemment pas un flux enregistrable en mode Doppler. On confirmera éventuellement avec le Doppler qu'on est bien devant une veine cave ici, et ça nous permettra d'être sûr de ce que l'on voit sur cette image. Euh,
je recherche une lithiase, bien sûr, on recherche une lithiase d'aval, hein, et on va aller chercher en dessous du cholédoque, mais là on arrive où? On arrive dans la tête du pancréas, chercher donc cette lithiase, et je vous rappelle bien évidemment que toute dilatation des voies biliaires n'est pas une lithiase, n'a pas comme origine une lithiase. Ça peut être soit un obstacle intrinsèque de la voie biliaire non lithiasique, je pense au cholangiocarcinome. Ça peut être un obstacle extrinsèque de la voie biliaire, et là on pense à la tumeur, par exemple du pancréas, à l'ampoulome, à toutes ces diagnostics. Et donc là, en l'occurrence, eh bien la réponse elle est là. Hein. Là, vous avez la tête du pancréas, et là, vous avez une image hypoéchogène, hétérogène, et c'est elle qui était à l'origine de ces images d'amont. Hein. Et elle, en aval, c'est cette tumeur qui comprimait tout le réseau biliaire. Donc sur cette simple image-là, cette double image, et avec un petit peu d'expérience, parce que vous allez voir la tête de pancréas, vous allez pouvoir dire j'ai une image hétérogène, anéchogène, additionnelle sur la tête du pancréas, et faire déjà un diagnostic dans votre tête, mais bien sûr, vous allez demander un scanner abdominal et l'adresser chez le gastro-entérologue en surveillant, alors en essayant d'avoir des rendez-vous assez rapides, bien sûr. Hein, ça doit être de l'ordre de la semaine, pas plus. Et bien sûr, en restant très à surveiller votre patient, parce que s'il commence à faire de la fièvre, il faut l'adresser aux urgences. Voilà. Petit rappel, donc la conclusion, bien c'est celle que je viens de vous donner un petit peu. Les lithiases peuvent être n'importe où sur la voie biliaire, y compris en intrahépatique. Hein, on pense à la maladie de Caroli, à des diagnostics un peu plus particuliers. Mais encore une fois, vous voyez sur cet arbre biliaire que dans son passage intrapancréatique, la voie biliaire peut être comprimée. Si ça se situe vraiment tout en bas, eh bien vous aurez une association de dilatation de la vésicule, un hydrocholécyste, de la voie biliaire principale, des voies biliaires intrahépatiques. Hein, c'est comme un barrage qu'on met sur un fleuve, tout en amont se dilate, et également, si c'est tout en bas, en dessous de la confluence, et vous allez trouver aussi une dilatation du canal de Wirsung dans le pancréas. Un petit QCM final. Et donc là, je pense qu'on peut le reproposer en sondage, hein, je crois, Quentin. Oui, c'est ça. Par contre, comme les phrases sont assez longues, vous n'aurez pas la phrase entière. Donc pareil, si vous pouvez prendre en photo directement devant vous, ou alors on vous laisse là 30 bonnes secondes pour bien lire toutes les questions, et après on vous lancera le sondage, et au niveau des réponses, ça sera juste marqué réponse 1, proposition 1, proposition 2, jusqu'à la 5. Donc voilà. Donc la proposition 1, un épaississement vésiculaire pariétal supérieur donc à 3 mm signe la cholécystite de plus de 24 heures. Je dis bien signe la cholécystite, hein, comme étant pathognomonique d'une cholécystite de plus de 24 heures. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, 80% des coliques biliaires se compliquent d'une cholécystite. Troisième proposition, une vésicule normale mesure moins de 4 cm après un jeûne d'au moins 6 heures. Quatrième proposition, une lithiase du cystique, entre parenthèses le syndrome de Mirizzi, peut entraîner une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Cinquième proposition, une dilatation des voies biliaires intra- et extrahépatiques associée à une dilatation du canal de Wirsung est forcément due à une lithiase d'aval, ampoule de Vater.
Pas besoin de répéter les questions, je pense, Quentin. Non, non, il n'y a pas besoin. Donc là, rappelez-vous, vous pouvez mettre sur une petite feuille à côté de vous, rappelez-vous quel numéro vous voulez cocher. Et là, on va vous lancer tout de suite le dernier QCM. Voilà, donc je rappelle encore une fois, il peut y avoir une ou plusieurs réponses. Donc on vous laisse 30 bonnes secondes pour y répondre. Et après, une fois qu'on aura répondu à ce QCM, vous avez une dernière partie questions-réponses. Je reprendrai les questions qui n'ont pas pu être posées et on essaiera de répondre au maximum de questions. Donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions en haut à droite sur la plateforme GoToWebinar et poser vos questions. Merci. Allez, encore quelques petites secondes. Je vois que ça, les statuts et les chiffres bougent encore un tout petit peu. Voilà, on va fermer le sondage et je vais vous dire quels ont été les résultats. Donc à la question 1, un épaississement vésiculaire pariétal supérieur à 3 mm signe la cholécystite de plus de 24 heures. Alors, nous avons 20% sur la première proposition. Nous D'accord. avons Alors, bah écoutez, la majorité n'a pas pris cette proposition comme valable. Effectivement, c'est pas pathognomonique d'une cholécystite de plus de 24 heures. Je vous ai dit, un épaississement pariétal peut être dû à une cirrhose, peut être dû à une acite, peut être dû à une hypoalbuminémie, peut être dû à une inflammation comment dire, des organes de voisinage, pardon, et peut être dû à un jeûne insuffisant. Donc on ne peut pas affirmer que ça signe une cholécystite. On ne peut pas affirmer une cholécystite uniquement sur un épaississement pariétal de la vésicule. La deuxième proposition, 80% des coliques biliaires se compliquent d'une cholécystite. Quel est le sondage? Bah écoute Hervé, c'est une unanimité. Donc soit tout le monde a raison, soit tout le monde a faux parce qu'on n'a aucune proposition sélectionnée pour cette deuxième réponse. D'accord. 80% des coliques biliaires se compliquent d'une cholécystite. Non, c'est 10 à 40% qui se compliquent suivant les facteurs de risque. Hein. On en a parlé, l'homme, l'âge, le diabète. Et donc, ces 80% des lithiases biliaires sont asymptomatiques. C'est ça qu'il faut retenir. Hein, 80% des lithiases biliaires sont asymptomatiques, mais pas 80% des coliques biliaires se compliquent. La grande majorité se résolvent par une simple petite crise de colique biliaire qui passe en quelques minutes à quelques heures. Alors, pour la proposition numéro 3, Alors, nous avons la plus grande majorité. une Nous vésicule avons normale mesure moins 78%. de 4 cm après un jeûne d'au moins 6 heures. C'est tout à fait exact, hein, c'est exactement ce qu'il faut retenir. Retenez bien ce chiffre de 4 cm de diamètre. Hein. J'ai pas précisé de diamètre, mais vous avez bien compris que c'est de diamètre. Hein. Et donc ce chiffre est à retenir. Dès que vous regardez une vésicule, mesurez-la en transversale pour voir si elle fait plus de 4 cm. Bravo aux Quatrième 78%. proposition. Comment, pardon? Alors, non, je disais du coup bravo aux 78% qui ont répondu à la proposition 3. Sur la quatrième proposition, nous avons une plus faible minorité, donc nous avons 28% de réponses sur la question 4. Oui, alors 28% disent qu'une lithiase du cystique, syndrome de Mirizi, peut entraîner une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Si on reprend le schéma, donc le cystique est là, la lithiase du cystique peut se situer partout ici. On est d'accord. En fait, c'est un petit piège. Hein. Dans le syndrome de Mirizi, où le calcul est souvent enclavé à ce niveau-là,
il va y avoir une inflammation et une compression de la voie biliaire principale, ce qui va aboutir à une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques. Donc, ne vous dites pas, il y a une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, donc ce n'est pas dans le cystique que la lithiase. Si, c'est possible, elle peut être dans le cystique. Voilà. Donc, elle Et peut entraîner le syndrome de Myrizi, donc la lithiase du cystique peut entraîner, et c'est même la définition du syndrome de Myrizi, une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, alors qu'elle n'est que dans le cystique. Hein. Voilà. Et la cinquième proposition, une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques associée à une dilatation du canal de Wirsung est forcément due à une lithiase d'aval en poule de Vater. Quelle est la statistique? 50%, Yves. 50%? Bon, eh bien, on venait juste d'en parler. Hein. Oui, il peut y avoir une lithiase, mais forcément due à une lithiase d'aval, non. Un obstacle d'aval, oui. Un obstacle intra-canalaire ou extra-canalaire de compression, mais pas forcément dû à une lithiase. La lithiase, on parle là vraiment uniquement de ce calcul qui migre dans les voies biliaires. Donc attention, c'est pas parce que vous voyez des dilatations des voies biliaires, et notre dernier cas clinique en était un exemple, on avait une dilatation des voies biliaires intrahépatiques et extrahépatiques, et pour autant, il ne s'agissait pas d'une lithiase, il s'agissait d'une véritable compression extrinsèque de la voie biliaire au niveau de la tête du pancréas dans le cheminement intrapancréatique de la voie biliaire du cholédoque, hein, avant l'ampoule de Vater. Donc le piège, c'est dans cette question, c'est forcément dû à une lithiase. Hein. Ne confondez pas lithiase et obstacle. La lithiase est un obstacle parmi d'autres, et d'autres obstacles intracanalaires ou extracanalaires existent. Voilà, donc les bonnes réponses, une vésicule normale mesure moins de 4 cm avec un jeûne de plus de 6 heures. Une lithiase du cystique syndrome Myrizi peut entraîner une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Les autres réponses n'étaient pas bonnes. Voilà. Voilà, Donc y a-t-il des questions? Hein. ouais, il y en a encore un peu. Donc, alors je vais reprendre les questions de tout à l'heure. Donc Yves, on nous demandait est-ce qu'on pouvait voir les voies biliaires lorsqu'elles sont normales? Alors, on les voit au niveau du île. On voit pas le bas du cholédoque, on le voit très difficilement. C'est exceptionnel de le voir, et d'autant plus, on voit son abouchement dans la tête du pancréas, dans une coupe transversale du pancréas. Vous pouvez voir l'abouchement du cholédoque au niveau de la tête du pancréas. Vous pouvez voir le cholédoque au niveau du île du foie. Et là, ça se voit assez facilement. C'est là le meilleur endroit pour le voir. Vous pouvez voir encore la voie biliaire au niveau, en intrahépatique, au niveau de la bifurcation des branches portales, juste en avant. On peut la distinguer. Elle est encore d'un calibre assez épais pour pouvoir éventuellement la voir avec un bon appareil. Et là, il faut quand même des appareils de bon niveau. Et après, vous les perdez dans la segmentation hépatique, hein, vous ne les voyez pas. Et donc, peut-être que plus tard, on les verra, on pourra les mesurer dans les segmentations hépatiques avec des appareils encore plus puissants. Mais personnellement, moi, avec des appareils de bon niveau déjà, je ne les vois pas dans la segmentation. Si je les vois, c'est pas normal. Si je les vois, et d'autant plus si elles sont grosses, c'est pas normal. Et donc, cette image en double canal retrouvée dans la segmentation hépatique est suspecte d'une dilatation qui peut être segmentaire. Et là, il faut se poser la question, par exemple, si vous retrouvez une dilatation
des voies biliaires dans les segments 4, 3 et 2, eh bien, en fait, d'un obstacle au niveau de la branche gauche portale et donc au niveau de la voie biliaire qui est en avant de la branche gauche portale et donc soupçonner un hépatocarcinome d'un des segments à ce niveau-là, hein, du segment 4 par exemple, de soupçonner un hépatocarcinome, non un cholangiocarcinome hein, qui donnera une dilatation des voies biliaires segmentaires. Donc voilà, il faut enquêter en fait, il faut enquêter pour retrouver en aval. Hein, et donc si vous envoyez à gauche et que vous n'envoyez pas à droite, eh bien, il faut se poser la question où se trouve l'obstacle et donc mener votre petite enquête de police d'aval pour retrouver un éventuel obstacle. Et si vous n'en retrouvez pas, vous n'en restez pas là. Bien sûr, vous demandez une image en coupe pour essayer donc il y a un IRM du foie pour essayer de comprendre pourquoi vous avez une dilatation segmentaire. Donc les voies biliaires au niveau intrahépatique, on va pas dire qu'on on les voit pratiquement pas, un petit peu au niveau de la bifurcation. On la voit vraiment bien qu'au niveau du cholédoque dans son entrée au niveau du île. Hein. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Yves, est-ce que tu peux réexpliquer la différence en écho entre la lithiase calcique et le cholestérol pigmentaire? C'était un des premiers sondages, il me semble, sur le cas numéro 1. Alors, non, non, il n'y a pas de lithiase calcique. Hein. La lithiase, elle est cholestérolique ou pigmentaire, et donc en échographie, on n'est pas capable de dire que c'est une. On a une image qui s'apparente à une calcification, mais qui n'est pas une calcification sur le plan pas histologique, mais sur le plan comment dire anatomopathologique, mais on la verra toujours sous cette forme arciforme, hyper échogène arciforme, avec dessous un cône d'ombre. Parfois, des microlithiases n'ont pas vraiment de cône d'ombre. On les voit hyper écogènes. Elles n'ont pas vraiment de cône d'ombre parce que, surtout avec les machines modernes, on a des tirs croisés qui diminuent les cônes d'ombre postérieurs afin de voir les tissus derrière. Il faut s'en méfier parce qu'elles peuvent vous faire disparaître les ombres acoustiques et il faut savoir les enlever quand on veut les enlever. Vous pouvez enlever ces paramétrages sur par un simple bouton qui vous enlève ces tirs croisés et à ce moment-là apparaissent beaucoup mieux les cônes d'ombre. Alors, et une dernière question. euh, que faut-il faire pour coter une échographie? Alors, pour pouvoir coter une échographie, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de formation. La cotation, elle n'est opposable qu'à la sécurité sociale en fait. Hein. Donc, pour pouvoir coter une échographie, vous devez évidemment avoir fait une échographie d'une part, donc avoir un appareil d'échographie, et pour prouver que vous l'avez faite, s'il y avait un contrôle de la sécurité sociale, parce que la cotation n'est que vis-à-vis la seule personne qui peut vous enquêter sur votre activité vis-à-vis de la cotation, c'est la CPAM et la caisse d'assurance maladie ne peut vous demander qu'une image et un compte rendu. Donc une image, une seule suffit pour valider une cotation d'échographie. Alors bien sûr, on ne fait pas qu'une image en échographie, on fait plusieurs images, on fait au moins 2 images par organe, une coupe longitudinale, une coupe transversale ou par anomalie, mais vis-à-vis d'une cotation, la seule chose que vous devez faire, c'est faire cette échographie, hein, sinon ce serait une escroquerie de coter des échographies sans les faire, et puis pouvoir justifier d'une image et d'un compte rendu que vous avez dans votre dossier médical dans ces cas-là. Et donc, au moins, hein, même si vous ne l'avez pas remis au patient, il faut surtout ça. Après,
côté de l'échographie. Voilà, c'est la seule obligation que vous avez. Vous n'êtes pas, ce n'est pas soumis à un diplôme, quoi, que ce soit un diplôme universitaire, interuniversitaire d'échographie ou à des formations comme celle qu'on fait ce soir ou celle qu'on fait nous en présentiel pendant ces 2 jours là, aujourd'hui et demain. Et donc c'est mieux évidemment, et il faut se former. Et pour des questions assurantielles et en cas de litige, pouvoir montrer vis-à-vis d'un litige qui pourrait être au civil, au pénal ou au ordinal, que vous n'entreprenez pas des actes pour lesquels vous n'avez pas été formé. Merci Yves. Tu vas pouvoir passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc on a fini la présentation du soir donc sur les urgences abdominales digestives. Donc on espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez réussi à bien interagir avec nous sur les différents sondages. Là, je vous ai mis donc une présentation des prochaines formations justement au niveau de l'échographie d'urgence et digestive. Donc en premier lieu, vous avez les différentes dates pour l'échographie abdominale ciblée de l'appareil digestif en médecine générale. Donc ça sera abordé avec les différents points qu'a pu voir Yves ce soir. Donc on a une prochaine session par exemple sur Le Havre le 8 novembre en présentiel, le 15 novembre sur Troyes et le 6 décembre sur Rennes. D'ailleurs, ça sera avec notre expert, le docteur Yves Schubert. Et on a une formation donc sur l'échographie d'urgence en médecine générale le 30 novembre sur Paris. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez réagir dans le chat et dans l'onglet questions par rapport à ceci. Nous, on espère donc vous retrouver sur ces formations en présentiel parce que là, vous avez la partie théorique, mais comme l'a dit Yves tout à l'heure, c'est très important de pratiquer pour bien comprendre les compétences acquises théoriquement. Donc vous avez 2 QR codes juste en bas. Donc vous avez un premier QR code à gauche, donc c'est une étude personnalisée. Donc en fait, c'est un petit questionnaire de 2 questions. Donc sur quelle ville vous pouvez vous déplacer au niveau France, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas que en Bretagne localisé, on est vraiment sur l'ensemble du territoire français. Donc sur quelle ville vous pouvez vous déplacer pour réaliser des formations avec nous en échographie et quelles seraient les différentes thématiques qui pourraient vous intéresser. Moi, après ça, je pourrais vous faire des études personnalisées, donc ciblées vraiment uniques cas par cas et vous soumettre des suggestions. Et vous pourrez me joindre et on pourra faire des échanges là-dessus. Donc vous avez le QR code et si vous n'arrivez pas au niveau du QR code, normalement, sur l'onglet chat ou bavarder, en haut à gauche, à droite, pardon, juste après question, vous avez les liens dans le chat. De toute façon, ils vous seront renvoyés dans les prochains jours avec le replay. Et juste à droite, vous avez un second QR code et celui-ci, donc voilà, c'est la page dédiée aux formations d'échographie. Vous avez les informations sur tous les thèmes et les villes où on propose les formations en échographie. Tu vas pouvoir passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, Yves. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait des présentations webinaires régulièrement le jeudi soir. Donc comme je vous l'ai dit, moi aujourd'hui avec Yves, on ne gère que la partie imagerie et échographie, mais vous pouvez avoir d'autres envies. Donc on propose sur les prochains webinaires, comme je l'ai dit en introduction, on a développé une école au niveau des assistants médicaux. Donc voilà, vous aurez l'occasion avec ma collègue Nathalie Monotte et Juliette d'avoir une présentation donc sur l'école et les différentes possibilités. Et la semaine d'après, donc le jeudi 17 octobre, vous avez les enjeux et contraintes du dépistage organisé du cancer colorectal. Voilà, avec Dr Cholet et le professeur Michel Robas. Je suis désolé si je le prononce mal. Donc voilà, vous avez pareil le petit QR code pour vous inscrire si jamais vous êtes intéressé par ces webinaires. Et encore une fois, vous l'avez dans la partie chatée.
Donc voilà, on vous remercie pour votre disponibilité ce soir. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout avec nous, donc comme on l'a dit au début, donc le replay vous sera envoyé. Je remercie encore une fois nos constructeurs pour les sessions en présentiel, mais je remercie aussi beaucoup nos experts. Donc, merci à toi Yves de nous avoir présenté ce webinaire ce soir et on espère vous retrouver vite en formation en présentiel avec nous sur toute la France. Donc, voilà, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous.